Bonjour à tous et bienvenue dans Talent et Carrière, votre émission dédiée au monde du travail. Cette semaine, au programme, nous allons plonger au cœur d'un champ de bataille qui est bien réel, celui de la cybersécurité. Alors recruter, former, fidéliser, les entreprises mènent aujourd'hui une véritable guerre de talents. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec nos invités de la semaine et nous finirons avec la chronique de Kevin Boucharel. Cybersécurité et emploi, la nouvelle guerre des talents. Est-ce qu'elle est vraiment nouvelle, la guerre des talents? On va dire qu'elle est de plus en plus féroce, j'ai envie de dire. Explosion des attaques, IA offensive, pénurie d'experts. Comment est-ce que les entreprises peuvent-elles encore se protéger? Est-ce qu'elles font le nécessaire? On va voir avec nos experts de la semaine. J'accueille Adrien Maudru, directeur général de Cyber.ai, Yasmine Douadi, fondatrice de Risk Intel et Claire Lebarz, CTO de Malte. Bonjour. Bonjour. J'ai bien prononcé vos prénoms. Tout va bien. Super. Alors, on va parler de la cybersécurité aujourd'hui. Pourquoi? Bien parce que ça reste quand même, on va dire, dans l'actualité. Il y a toujours un sujet cyber aujourd'hui, une cyberattaque, une entreprise qui a décidé de faire un nouveau modèle pour justement se défendre. Claire, on voit qu'il y a plus de 230% de projets en intelligence artificielle. Déjà, ne serait-ce que ce chiffre est assez impressionnant. En Europe, on voit 35% de missions cybersécurité. Est-ce que vous diriez que nous vivons dans une tension assez historique de ces talents? Oui, donc c'est vrai que pour la France, donc sur Malte, qui est la première plateforme en Europe de mise en relation des entreprises avec les experts indépendants, où on a plus de 900 000 experts indépendants à travers l'Europe et au Moyen-Orient. Donc on regarde en fait finalement tous les ans quelles sont les tendances sur la tech et sur les métiers. Et ce qu'on voit du coup en 2024, et la tendance est en train de se confirmer en 2025, donc explosion de l'IA, ça ne surprend personne. Donc x4 en termes de demande en 2024 versus 2023, on avait déjà une explosion de demande des entreprises en IA. Alors on a plus de 230% spécifiquement sur la France. Et en demande sur la cybersécurité, le volume des projets en cybersécurité a fait plus 35% effectivement. Côté experts, on a aussi finalement une croissance des talents en cybersécurité de plus 40%. D'accord. Mais cela reste un métier en très très forte tension sur la marketplace, malgré qu'on a de plus en plus de talents qui se tournent sur la cybersécurité. Oui, c'est ça. Mais on va un petit peu creuser qu'est-ce que c'est qu'un talent dans la cybersécurité et surtout sa formation aujourd'hui. Et puis, on va dire qu'il est en position de force sur le marché du travail. Yasmine, vous accompagnez beaucoup de TPE et PME. Est-ce qu'elles prennent enfin conscience, selon vous, du risque de cyberattaque? Et est-ce que c'est une menace plutôt sous-estimée encore? Ou est-ce qu'il y en a qui viennent chercher des conseils parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre? Où en sont aujourd'hui les TPE? Alors c'est vrai que la question de la cybersécurité est de plus en plus prise en compte par les TPE-PME. Néanmoins, elles ne sont pas encore toutes à un niveau de maturité, tout simplement parce que pour certaines, en fait, je dis bien certaines, pas toutes, elles ne se sentent pas concernées par ce risque. Elles pensent que c'est des risques qui sont plutôt liés aux grandes entreprises. Et d'ailleurs, j'irai même plus loin, je vous dirais, c'est également des choses qui doivent être prises en considération par le B2C. Donc les gens qui sont en train de nous entendre aujourd'hui sont également des cibles de choix. Et en fait, ce nouveau paradigme qu'on a, qui est dans le fait que tout le monde est une potentielle cible, et ben c'est quelque chose qui permet en fait de revoir la cybersécurité différemment. Je prends le cas des TPE-PME. En fait, aujourd'hui, elles sont la porte d'entrée des grands groupes. Vous prenez une entreprise du CAC 40, elles ont tellement pris en considération ce risque et il y a tellement longtemps qu'elles ont mis en place des budgets, que ce soit donc financiers, des moyens humains pour pouvoir sécuriser leur système d'information. Et donc, pour un hacker qui a envie finalement d'arriver rapidement et de faire un coup de poker, c'est plus simple pour lui d'attaquer une petite entreprise qui souvent est un prestataire de services pour ces grands groupes. Oui, Adrien. Oui, je complète ce que dit Yasmine. Moi, j'ai pour habitude de dire que les PME et dans les territoires sont un peu les laissés pour compte. Les grands comptes sont accompagnés. L'ANSSI intervient très fortement auprès des territoires aussi, j'en conviens. Pour autant, mais comme le disait Yasmine, beaucoup de chefs d'entreprise, et pourtant sur des secteurs sensibles, les laboratoires qui sont en province, les avocats spécialisés ou autres, sont malheureusement pas accompagnés pour comprendre leurs risques et mettre en face une feuille de route. Et j'allais vous dire, pour compléter, moi j'accompagne les territoires et les pouvoirs publics, politiques en l'occurrence, les régions, pour essayer d'évangéliser auprès de ces PME qui manquent évidemment terriblement d'accompagnement. Oui, mais est-ce que c'est ça aussi? En fait, tout le monde doit se sentir concerné. C'est pas facile. On a l'impression que c'est effectivement les grands groupes qui sont les plus
les plus attaqués, mais en fait, ça concerne tout le monde. Ça peut concerner aussi et surtout d'ailleurs un gouvernement. Yasmine, vous, les TPE et les PME, pourquoi, à votre avis, elles ont cette volonté maintenant de prendre ce sujet à bras le corps ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est l'arrivée de l'IA générative qu'on entend partout et elles se disent peut-être qu'il va se passer quelque chose ? Pourquoi ce changement et cette hausse de demande aussi ? Alors, je ne pense pas que le changement soit lié directement à l'arrivée de l'IA. Alors ça, c'est un deuxième sujet. Qu'est-ce que l'IA vient changer dans le secteur de la cybersécurité ? Je pense que récemment, on a quand même, sur les dernières années, beaucoup fait de sensibilisation. L'ANSSI a d'ailleurs fait un fabuleux travail de sensibilisation pour le grand public et les TPE-PME. On a malheureusement vu aussi des cas dramatiques d'entreprises qui ont fait faillite suite à des cyberattaques. Donc forcément, vous avez une prise de conscience un peu générale à ce niveau-là. Et pour revenir sur la question de l'IA, c'est vrai que l'IA, ça a ramené aussi beaucoup de fantasmes. Il y a cette peur de l'IA qui remplace les collaborateurs, les experts en cybersécurité. Il y a cette peur de l'IA qui va être instrumentalisée par les hackers et qui va faire qu'on sera plus capable de se protéger. Mais il faut savoir que cette IA, elle est aussi utilisée depuis longtemps par les experts en cybersécurité. Pour les experts en cybersécurité, c'est pas quelque chose de nouveau. Alors, moi, les retours que j'ai de ces experts-là, c'est effectivement, ça a permis en fait pas de ramener nécessairement de nouvelles typologies d'attaques extrêmement complexes, mais surtout de booster des attaques déjà existantes, de les automatiser, de faire en sorte que la force de frappe soit beaucoup plus importante. D'accord, ça c'est intéressant justement sur la partie attaque. Revenons un petit peu sur ces experts en cybersécurité. De plus en plus d'entreprises veulent des experts de façon native. Vous dites la cybersécurité native. Qu'est-ce que ça change concrètement dans les équipes techniques d'avoir quelqu'un en natif, comme on dit ? Oui, c'est vrai qu'avant, on avait tendance à mettre l'équipe sécurité d'un côté et les équipes techniques et le développement produit de l'autre. Et en fait, on se rend compte que quand on réfléchit sécurité après, généralement, on est beaucoup moins bien protégé. Donc, ça se manifeste de deux façons. Une montée, en fait, en éducation, en compétences, des profils techniques type software, développeur, pour faire des applications, mais aussi des profils sécurité, en fait, dans les équipes qui, dès le début d'un projet, en fait, vont travailler avec ces experts-là. Et la façon dont ça se traduit aussi sur les types de talents qu'on peut trouver finalement sur le marché, c'est que les entreprises vont chercher de plus en plus des talents un peu hybrides. Donc, des connaissances en cybersécurité chez des profils où on n'attendait pas ça avant, notamment dans le développement produit. Et sur les profils cybersécurité, une habilité à collaborer finalement avec des développeurs produits. Et de plus en plus, et ça c'est vraiment la tendance qu'on voit émerger en 2024 et 2025, c'est des experts cybersécurité très très à l'aise en IA, notamment l'IA générative. C'est vrai qu'il y avait déjà des profils à l'aise en IA prédictive. Là, le génératif, ce qu'on voit avec ChatGPT, le conversationnel, ouvre de nouveaux risques pour les entreprises. Et ça change aussi la couleur des talents qui sont recherchés. Alors, quand vous dites ça, on se pose la question de se dire, vous allez peut-être nous répondre aussi, Adrien, et vous, Claire, parce que vous travaillez, on va dire, de très près avec les freelances. Qu'est-ce qu'il faut faire pour une PME ? Est-ce qu'il faut recruter un freelance, sachant qu'il peut partir dans 6 mois avec toutes les données et toutes les codes de sécurité de l'entreprise ? Est-ce qu'il faut fidéliser le plus possible un talent dans la cyber ? Comment ça se passe ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de turnover, on le sait. Alexa, pour répondre à cette question, je vais peut-être corriger un tout petit peu. Ah oui. Je travaille, moi, depuis des années avec une population de statut du type freelance. Et un freelance n'a pas plus de risque de partir qu'un collaborateur. Et il n'y a pas moins de risque ou plus de risque pour un chef d'entreprise quand il fait appel à de la sous-traitance, d'avoir un statut ou un autre et de perdre de la data. Tout le monde se protège, on sécurise, il y a des contrats qui sont signés pour ça. L'humain intervient, on a toujours le risque humain, mais on peut pas, c'est le risque incompressible, donc on le conserve. Pour répondre après à votre question, je pense que le freelancing est une ressource complémentaire au recrutement. Chez Cyber, on a mis en place de l'IA dans notre outil qui apporte de la valeur, de la rapidité au recrutement. Mais les freelances peuvent aussi venir sur la plateforme traiter un certain nombre de sujets. Donc je pense que les PME aujourd'hui, si on leur donne accès à des outils comme Malte, comme Cyber et autres, elles pourront s'enrichir de consultants à leur côté. Et comme je vous disais tout à l'heure, charge à nous aussi d'apporter des tarifs auprès des PME pour qu'elles puissent avoir des consultants de haut niveau sans avoir les moyens et les budgets des grands comptes. Oui, parce que là, on va parler de tarifs aussi. On voit, notamment sur Malte, des consultants à 850 € la journée en TJM. C'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. Est-ce qu'on est en train d'assister à cette guerre de talents, de surenchère peut-être ? C'est quoi un talent dans la cybersécurité au final ? Oui, alors il y a
une variation de taux journalier qui correspond aussi à une variation de compétences, d'expertise. Ça démarre à 400 € pour peut-être un junior, quelqu'un qui démarre en cybersécurité, et ça peut monter jusqu'à 1000 pour les plus experts dans la cybersécurité. J'ai un exemple, par exemple, d'un expert en cybersécurité qui a démarré le freelancing en étant en école d'ingénierie. Donc, il a démarré avec un taux bas, qui a d'ailleurs travaillé pour un ministère public sur des sujets assez sensibles, et maintenant qui travaille avec un grand groupe de l'énergie, et maintenant sur des tarifs de 1000 €. Et ça, il faut le mettre en adéquation avec l'expertise que ça peut amener. Puisque aujourd'hui, la réalité en Europe, c'est qu'on a 6,5 millions d'experts indépendants, dont un tiers, un quart, selon les pays, sont dans la tech. Donc la réalité des talents aussi en cyber, c'est qu'il y a une très forte partie qui est expert indépendant. Et donc pour une entreprise, quand elle réfléchit talent en cyber, elle ne peut pas se passer en fait, des indépendants. C'est la réalité du marché. C'est aussi une grosse flexibilité, c'est-à-dire un recrutement prend des mois aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Là, on peut avoir quelqu'un en quelques jours dans son Yasmine, entreprise. vous voulez compléter ? Juste pour rebondir, alors je rebondirai sur les deux éléments. On va commencer par la notion du freelance. Est-ce que le freelance est plus à risque qu'un autre ? Pas réellement. C'est ce qu'on appelle le insider job, c'est-à-dire l'employé, le collaborateur, qui soit freelance externe ou internalisé, qui repart avec les données. Ça a toujours existé. Ce n'est pas nouveau. La question que ça pose, c'est plutôt les politiques internes de l'entreprise. Est-ce qu'elle a mis en place des politiques d'outboarding, donc les personnes qui sortent, qui permettent en fait justement de checker à chacune des phases que l'admin de la personne elle est déconnectée, que le badge a été rendu, etc. Donc ça, c'était pour répondre à cette partie. Par rapport au salaire des experts en cybersécurité, c'est vrai que dans le domaine de la cybersécurité, le salaire d'entrée, en tout cas lorsqu'on est junior, est un petit peu plus élevé que dans d'autres secteurs d'activité, mais il est tout simplement lié au marché en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus de profils d'emploi, de recherche de talent que de profils disponibles. Donc forcément, ça augmente la valeur du talent individuellement. Et donc, il peut se permettre de demander des salaires un petit peu plus élevés que sur d'autres secteurs d'activité. Salaire ou TGM, puisque... Oui, pour compléter aussi ce que dit Yasmine, il y a une telle différence d'offres et de demandes que, évidemment, il y a une inflation des salaires ou des tarifs si on parle freelance, indéniablement. Après, il y a eu aussi un phénomène du buzzword cybersécurité. C'est vrai. Malheureusement, et je dénigre personne en disant ça, mais on a eu beaucoup de consultants qui étaient issus de ce qu'on appelle le réseau ou la production en informatique, qui, sous le buzzword de la cybersécurité, s'est inventé une expertise cybersécurité parce qu'un routeur avait été paramétré et pour prendre 30% de plus sur ses salaires ou sur son tarif. Donc c'est des événements qu'on a régulièrement en fonction des situations ou des périodes, mais j'allais vous dire, je pense que le phénomène des salaires hauts et des tarifs hauts est en train de changer un peu aussi. D'accord. On a vu ces dernières années que les grands comptes avaient fusionné leurs tarifs achats de la production informatique à la cybersécurité, ce qui a amené un nivellement vers le bas des tarifs à l'achat des clients. Donc mécaniquement, ça a freiné les people, donc les professionnels de la cyber, à moins argumenter pour aller chercher des tarifs encore plus hauts. Claire, justement, vous avez donc plus de 200 000 freelance tech sur votre plateforme. Pourquoi est-ce qu'on voit justement une migration massive des experts en cybersécurité vers du freelancing et moins sur du salariat ? Oui, alors c'est la même réponse que pour tous les autres freelances. Tous les autres freelances. C'est plusieurs facteurs, donc une recherche de flexibilité, la volonté de choisir pour qui on travaille, et c'est aussi une forme d'entrepreneuriat. Donc en fait, on a vraiment c'est une transformation du monde de l'emploi. Alors, je suis obligée de reprendre un petit peu mon ancienne casquette de recruteuse RH. Quand il y avait des CV avec énormément d'expérience professionnelle où tous les 6 mois le consultant changeait, c'était pas rassurant. Donc comment vous pouvez-vous, en tant que plateforme, en tant que conseiller aussi, assurer aux entreprises qui, elles, cherchent de la stabilité avec des consultants qui ont parfois 15 expériences en 2 ans? Alors nous, on recommande vraiment de créer des équipes hybrides, avec des employés qui vont rester dans le temps, qui vont avoir la connaissance de la culture, des process de l'entreprise, et de le complémenter avec des experts sur des projets précis ou sur des besoins en compétences précis. C'est vraiment là, en fait, où les entreprises vont avoir les meilleurs résultats dans la durée. Il y a vraiment donc à la fois une recherche d'expertise ou sur un besoin ponctuel, un congé parental, ou par exemple sur l'IA, c'est vraiment ce qu'on voit. Par exemple, il y a un manque de compétences, faire appel à un freelance pour 6 mois va aider aussi les collaborateurs qui sont en CDI à monter en compétences plus qu'une formation finalement.
Parlons rapidement d'IA avant d'accueillir Kevin Bouchareb. IA, arme de défense ou arme d'attaque, les deux ? Les deux. Les deux. Les deux, spontanément. Voilà, c'est vrai que depuis 3 ans, c'est devenu un grand mot, même un gros mot, l'IA. Et en fait, on a deux, comme je le disais un peu au départ, on a deux dialogues qui se font face. Les pessimistes qui vous disent que ça va remplacer les experts en cybersécurité. Voilà, on n'aura plus besoin d'experts, sachant qu'en plus, voilà, comme on l'expliquait, on a quand même besoin de talents. Et en face, vous allez avoir des personnes qui vous disent bah non, ça va permettre d'augmenter la productivité, ça va permettre d'augmenter l'efficacité. Et au contraire, c'est un très bon outil à être utilisé par les équipes cybersécurité pour les accompagner. Je pense notamment aux équipes SOC. Ça permet quand même de traiter un certain nombre de data de façon très rapide et de leur permettre de travailler sur des actions à valeur ajoutée. Donc l'IA, je dirais que c'est autant utilisé dans le positif que dans le... Ce n'est qu'un outil. C'est qu'un outil. C'est ni bon ni mauvais, c'est comment on l'utilise qui est important. Et tout à l'heure, on parlait justement de tous les projets de transformation et d'innovation. Là, il n'y a pas longtemps, il y a eu quand même une cyberattaque catastrophique qui est celui de Jaguar Land Rover. Vous en avez peut-être entendu parler. Des millions par terre. C'est 2,5 milliards d'euros. Par jour, c'est la cyberattaque la plus forte pour le Royaume-Uni. Alors, dans cette cyberattaque, il ne s'agit pas d'une attaque qui a été boostée par IA, pas du tout. On est sur une attaque en fait très simple. Par contre, quand on creuse ce qui s'est passé avec cette entreprise, on se rend compte que sur ces 3 dernières années, elle a pris un virage vers l'innovation avec son projet Reimagine et elle a décidé de mettre en place partout de l'automatisation de l'IA, mais surtout de tout mettre sur la même plateforme, ce qu'on appelle un single point of failure. Et ça pose la question de savoir, dans le cas de transformation digitale, dans le cas de projet d'innovation, est-ce qu'on ne va pas, et c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, est-ce qu'on ne va pas trop vite à mettre en place des innovations pour gagner en productivité sans rentrer la cybersécurité ou la sécurité à certains moments clés, et notamment au début. Plus tôt la sécurité est intégrée dans ces innovations, plus tôt on peut éviter des catastrophes futures. Est-ce qu'il faudrait faire en sorte que les collaborateurs deviennent aussi hybrides dans la cyber ? Est-ce que tout le monde devrait avoir une compétence cyber dans l'idéal ? Tout le monde devrait avoir une éducation, une hygiène à la cyber. Je vais vous donner quelques exemples simples. Tous autour de cette table, on est tous concernés par la cyber, on a tous plus ou moins paramétré un ordinateur pour qu'il soit sécurisé. Dès qu'on rentre à la maison, on rentre avec notre ordinateur, on est sur un réseau privé, là on perd une partie de la sécurité. Mais je vais vous dire, c'est un peu le quotidien de chacun. Quand on monte dans une voiture aujourd'hui c'est un ordinateur mobile. Oui. Avec des entrées, la IoT possibles. Et ce sont des chevaux de 3 possibles pour tous les hackers s'ils le souhaitent. Donc oui, on a tous une hygiène, mais on ne sera jamais suffisamment, j'allais dire, protégé ou éduqué pour se protéger. Je voulais rebondir peut-être sur ce que tu disais tout à l'heure aussi pour le freelancing. Je reviens un tout petit peu en arrière, je vous prie de m'excuser. Ce qui motive aussi des CDI ou des consultants, des professionnels de la cyber à passer au statut de freelance, c'est aussi parce que leur employeur actuel ne leur apporte pas suffisamment, en termes quantitatifs, pas qualitatifs, mais quantitatifs, suffisamment de missions. Donc le seul moyen pour eux de se mettre en visibilité du marché et obtenir un choix de mission d'épanouissement pour eux, ils passent sur un statut de freelance, au-delà de la liberté qu'on peut avoir ou l'aspect économique. Claire, juste avant de faire rentrer Kevin, vous vouliez dire quelque chose ? Oui, les entreprises sous-estiment les risques liés à l'IA dans l'entreprise. D'accord. Alors, on le voit sur les populations d'ingénieurs, c'est-à-dire qu'on a eu un risque majeur cet été sur GitHub, qui est un outil de développement, l'assistance avec l'IA, voilà, qui permettait de faire quand même pas mal de dégâts, qui a été noté 7,8 de 1 à 10 en termes de threat, de risque. Et on estime à 15% la part des employés en fait, qui utilisent des outils de générative IA, des outils de type ChatGPT et autres sur leur ordinateur de travail, alors qu'ils ne sont pas autorisés par l'entreprise. Et on voit le déploiement de navigateurs aujourd'hui IA, où il est très facile de faire des injections par le prompt pour faire faire à la machine, donc qui est connecté au système. Après, voilà, c'est des risques très Je vais faire intervenir Kevin, qui va venir tout de suite pour la pause café. Bonjour. Bonjour messieurs, dames. Alors, est-ce que cette guerre de talents, qu'on appelle toujours la guerre des talents dans les RH, mais est-ce que la guerre des talents, pour vous, elle est aussi impressionnante dans la cybersécurité ? Non seulement elle est aussi impressionnante, je dirais qu'elle est encore plus. Alors on va reparler un peu de cette notion de guerre des talents, je voudrais resituer ça parce qu'on en parle beaucoup. Je voudrais commencer quand même par un chiffre qui est édifiant, ça doit parler effectivement à nos invités. Environ 25% des postes en cybersécurité sont non pourvus. Donc, s'il y a moyen de qualifier cette guerre des talents, je pense qu'il y a bien ce chiffre-là pour le dire. Mais donc prenons peut-être 2 secondes pour dire de quoi il s'agit.
En gros, on va faire un peu d'histoire. Rappelez-vous ce que nous disait Marx sur la pyramide de l'emploi. En fait, on peut se représenter ce que c'est que le marché de l'emploi sous forme de pyramide. Le haut de la pyramide, c'est les talents les plus qualifiés, les plus rares, et tout le monde se bat pour les avoir. C'est de là qu'est issue cette expression de guerre des talents. Et moins vous êtes qualifié, plus il y a de monde, jusqu'à arriver au niveau le plus bas de la pyramide, qui est a priori les gens les moins qualifiés, et ça permet de faire la pression à la baisse sur les salaires et les conditions de travail. Sauf que personne ne peut nous dire honnêtement que le marché de l'emploi aujourd'hui est sous forme de pyramide, c'est plutôt un losange. Le losange, très dur en haut, mais aussi très dur en bas. Il est tout aussi difficile de recruter un ingénieur en IA, la moyenne c'est 8 mois, qu'un serveur, la moyenne c'est aussi 8 mois. Un serveur au restaurant. Un serveur au restaurant. Oui, parce qu'on est dans les serveurs. Ah oui, c'est vrai. C'est pas un serveur tech. Je parle d'un vrai serveur. Voilà. Ok. Sauf qu'au milieu du losange, si vous regardez bien ma forme, il y a un espèce de gros truc. Eh bien, justement, qu'est-ce qu'il y a au milieu? Eh bien, ça s'appelle le ventre mou. Le ventre mou, c'est le résultat de 30 ans de politique éducative un peu criminelle, à mon sens, et imbécile, dans laquelle on a d'abord simplifié le brevet, puis simplifié le baccalauréat, et donc on a eu une armée de jeunes gens dans l'enseignement supérieur qu'il a fallu occuper, et donc on a libéralisé le marché de l'enseignement supérieur avec des tonnes d'écoles de commerce, le plus souvent de mauvais niveau, dans lesquelles on ne fait pas grand-chose d'autre que des travaux de groupe ou des activités au BDE, et à la fin on se retrouve avec une armée de bac plus 5 qui savent rien faire. Bon, j'exagère un petit peu, mais pas grand-chose. Bon, et le problème de ça, c'est que bon, déjà en soi c'est pas très positif, mais surtout ça détourne nos jeunes de toutes les filières artisanales, industrielles et techniques, dont la cybersécurité fait partie, sur lesquelles il y a énormément de besoins. Et donc, ça crée un énorme problème ensuite au recrutement et ça perpétue, si j'ose dire, cette logique de guerre des talents. Et donc, ça veut dire qu'il y a un manque d'anticipation des besoins des entreprises et l'absence de valorisation de cette filière auprès des étudiants, selon vous? Absolument. Alors là, j'ai fait un petit peu mes recherches, j'ai consulté CTO, DRH pour comprendre exactement de quoi il s'agissait. Et en fait, la cybersécurité est vraiment emblématique de cette logique de manque d'anticipation. Déjà, c'est pas qu'un problème français, il faut aussi être un petit peu honnête, c'est un problème mondial. Okay. Mais je dirais que la structuration des politiques publiques françaises a hypertrophié le problème. Je prends un exemple, la Chine, vous savez que la Chine a cette logique de planification. La Chine fait des plans industriels, techniques sur tout, et ça leur permet d'anticiper les besoins des entreprises et ensuite de corréler la création de filières spécifiques pour pouvoir justement avoir derrière la main-d'œuvre qu'il faut. Nous, on n'a jamais fait ça. Et résultat des courses, on manque particulièrement de profils en Europe. La Chine s'en sort un petit peu mieux que nous, mais cette guerre des talents, elle est partout. Alors, il faut se demander pourquoi. Elle tient surtout, d'après ce que j'ai compris, à l'image des métiers techniques et en particulier de la cybersécurité. Le mot lui-même, cybersécurité, adjoint 2 termes qui font peur. Cyber, c'est technique, c'est sale, ça fait peur. Je ne vais pas me toucher à ça. Sécurité, ça fait peur aussi. Ouais. On a 2 facteurs de peur en un seul mot. Évidemment que ça va effrayer des gens. Et si on regarde encore plus près, les femmes sont évidemment les plus susceptibles d'être effrayées par ces sujets-là. Pas parce qu'elles n'y arriveraient pas, au contraire, mais parce qu'il y a une perpétuation d'éléments culturels qui les excluent a priori de ce genre de métier. Oui, comme dans tous les métiers de la tech, elles sont souvent les dernières. Alors heureusement, nous avons Yasmine qui vient. Et ça fait plaisir à voir. Ça fait exactement, qui vient nous prouver le contraire. Mais c'est vrai que c'est pas là où on trouve malheureusement le plus de diversité et d'équité entre hommes et femmes. Peut-être que ce sont des choses à changer, peut-être que ça évolue. On pourra voir ensuite effectivement. Oui, ça s'arrange un peu. Je vous en prie. Oui, pour compléter peut-être votre chronique, pour donner un peu une vision, aujourd'hui c'est 40 000 experts ou professionnels de la cybersécurité en France. À horizon 2028, c'est 75 000. Donc ça nous, pour rebondir sur votre chronique, ça nous montre le gap à produire pour compenser. Et puis oui, évidemment, malheureusement, les métiers techniques, les filles n'y vont pas, les jeunes filles n'y vont pas. Et on parlait tout à l'heure un peu hors plateau, je le dis bien volontiers, je pense qu'il faudrait aller évangéliser aussi dans les lycées pour faire prendre conscience de la nécessité de l'hygiène de la cyber. C'est quand même une population, les plus jeunes, c'est ceux qui consomment le plus les écrans. Et c'est les moins sensibles à la sécurité. Et c'est ce que j'allais dire justement, c'est un des éléments sur l'évangélisation, d'expliquer la réalité de ces métiers. Parce que si on en reste au terme, on va continuer de faire peur. Or, la cybersécurité, moi j'ai trouvé ça fascinant quand j'ai plongé dans la réalité de ce que c'était. Il y a des rôles hyper drôles. Moi je pense alors, les cryptographes. Ça, c'est un métier vraiment technique pour le groupe. Pour le coup, c'est les experts en chiffrement, vous savez, qui vont vraiment configurer tout cela. Pour le coup, c'est du super tech. Mais à côté de ça, vous avez des ethical hackers. Donc, c'est hackers pour le bien qui vont en fait faire des attaques contre le système sur lequel ils agissent pour pouvoir prémunir leurs clients
ou l'entreprise pour laquelle ils travaillent, des potentielles attaques qui viennent. Ça, c'est marrant. On aime tous se mettre un peu dans la peau du mauvais garçon. Je trouve que c'est un métier très, très drôle. Mais il y a d'autres métiers qui n'ont rien à voir avec la technique. J'en prends deux ici. D'abord, le métier d'analyste, tout court. C'est des métiers qui recrutent énormément en cybersécurité et on n'a pas besoin d'avoir un background technique important pour le faire. Ce qu'il faut, c'est pas du tout. Il faut avoir plutôt un cerveau, entre guillemets, un cerveau bien fait, un cerveau d'ingénieur assez classique. Okay. Et en fait, les débouchés vers la métier de la cybersécurité sont plus importants que dans d'autres filières tech. Donc, typiquement, c'est quelque chose auquel il faudrait penser. Et puis, alors, moi, qui m'amuse beaucoup, c'est le métier de formateur ou d'évangéliste en cybersécurité. Là aussi, on n'a pas besoin d'avoir une formation technique très importante. Ce qu'il faut, c'est être sensibilisé aux risques, sensibilisé aux enjeux et prêcher la bonne parole. Quoi de plus intéressant, surtout à l'heure où le monde se reconflictualise quand même, faut bien se le dire, et où la sécurité de nos organisations, de nos institutions, même de nos gouvernements sont devenus des enjeux de survie capitaux. Moi, je pense que vraiment, il faut la gagner, cette guerre des talents. Merci beaucoup, Kevin. Yasmine, vous pouvez rebondir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a interpellé? Je vous voyais à un moment donné hocher de la tête. Oui, en fait, j'étais en train d'écouter justement tout ce que vous étiez en train d'exposer. Je pense que la cybersécurité patine un fantasme un peu hollywoodien de ce que c'est que la cyber. Et donc, l'image qu'on en a, déjà, c'est un homme, évidemment. C'est un homme avec une capuche quelque part. On imagine le hacker. On imagine le hacker. En train d'écrire sur un écran, alors que la réalité du marché de la cyber est très, très large. Alors, vous l'avez très bien expliqué. On va avoir des experts techniques parce qu'on en a besoin. C'est essentiel. On va avoir des experts qui ne sont pas du tout techniques. On a tous les métiers, le pan des métiers de la gouvernance, de la gestion de projets en cybersécurité qui ne prend pas de profil technique. Typiquement, moi, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années en tant que consultante en cybersécurité. Vous allez avoir la communication de crise. Là, on est en train de parler de personnes qui sont experts en communication. Et communiquer pour vendre des produits et communiquer dans une gestion d'une crise cybersécurité pour un groupe, c'est tout à fait différent et c'est tout un métier avec tout un protocole à mettre en place. Donc c'est vrai que le panorama de la cybersécurité, c'est très large. Moi, j'aime bien souvent le mettre en exergue avec celui de la médecine. Et ben dans la médecine, vous avez des ophtalmos, vous avez des chirurgiens. C'est aussi large que ça. Exactement, c'est extrêmement large et ça s'élargit de plus en plus parce que maintenant qu'on a effectivement l'apogée de l'IA qui est en train d'exploser, on a d'autres métiers qui sont en train d'apparaître et vous allez avoir de l'intelligence économique, notamment l'intelligence économique, c'est a priori pas du tout technique, on n'est même pas dans l'informatique. Et puis vous avez des experts, les CTI, qui prennent justement des profils d'intelligence économique pour regarder quels sont les rapports de force entre les pays et identifier justement les menaces quand elles sont étatiques. Ça, c'est extrêmement intéressant de savoir justement d'où vient la menace, de quel pays en plus, et être souvent à l'affût de la géopolitique et de savoir où est-ce que d'où ça peut venir. J'ai envie de dire que finalement, plutôt que de parler de guerre des talents, j'ai envie de parler, je sais pas, de quelque chose de plus positif que de la guerre, parce qu'on entend beaucoup parler de guerre, mais plutôt d'opportunités dans la cybersécurité. Ça reste quand même un secteur d'activité qui est en plein essor et vous nous avez tous donné envie en découvrant de nouveaux métiers, justement en ouvrant on va dire les chakras, comme j'ai envie de dire, de finalement tout le monde peut s'y mettre. Il suffit déjà d'avoir une tête bien faite, mais aussi d'avoir un profil avec une certaine éducation et de vouloir et de savoir que les femmes sont aussi les bienvenues. Voilà, je terminerai comme ça cette émission. Merci infiniment. Merci. Mesdames et messieurs. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission sur Le Figaro TV.